Jean-François Becker est docteur en astrophysique de l'Observatoire de Paris et enseigne la philosophie de la cosmologie à Super-Héros ISAE de Toulouse. Lundi 25 novembre 2019, Jean-François Becker présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage paru aux éditions EDP Sciences, Nostalgie de la lumière, paradigme et fondement de la science contemporaine. What is Je voulais juste dire un petit mot pour remercier Jean-François Becker de venir nous exposer, parce qu'il sera question donc d'une exposition d'1 heure à peu près autour de son dernier livre, Nostalgie de la lumière. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, après cette heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Jean-François. Merci beaucoup. Merci Hélène. Oui, donc ça risque de dépasser de 5 minutes. La conférence n'est pas encore complètement... Il y a énormément de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire ici pendant 1 heure, c'est ce qui s'appelle, c'est une discipline qui s'appelle la philosophie de la cosmologie. C'est une discipline d'obédience anglo-saxonne. Elle est actuellement enseignée à Stanford et Oxford. Il y a un cursus doctoral. Et donc, c'est quelque chose qui tourne autour de la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers dans son ensemble. Vous arrivez à... La voix porte jusqu'à la fin ? Ok. L'étude de l'univers dans son ensemble, donc la cosmologie. C'est aussi une discipline qui est au croisement des fondements de la science, de la physique en particulier, la philosophie des mathématiques. Alors, ça a l'air d'être un peu pourri, mais en fait, non. L'idée, c'est vraiment essayer d'extraire de la science contemporaine dans son ensemble ce qu'on peut dire véritablement du monde, donc les paradigmes, les images du monde et les fondements de la science. Donc voilà, on est dans le croisement de ces disciplines. Alors, donc la question qu'on va aborder pendant 1 heure, c'est une question qui mérite intérêt, puisque l'idée, là, c'est de savoir qu'est-ce que le monde à l'aune de la science. Un vaste sujet. Et dans cette réflexion, il faut partir du principe que dans l'ensemble de la science, c'est la physique qui pourvoit à nos images du monde. C'est vrai depuis Aristote, en passant par Newton, Einstein et les pères fondateurs de la mécanique quantique dans les années 1920. Alors, le temps dans cette conférence nous étant compté, pour vous donner une idée, les cours que je donne à Super-Héros sur ce sujet sont d'au minimum 16 heures. Donc on fait un survol en 1 heure, vous voyez qu'il y a un facteur de concentration important. Et donc on va se concentrer dans cette conférence sur les 2 révolutions scientifiques du XXe siècle, à savoir la relativité et la mécanique quantique. Sachant que je sais d'expérience que la mécanique quantique fait peur, l'idée c'est de la démystifier. Ça n'est pas si compliqué que ça, c'est simplement très non cognitif, comme on le verra. Mais à part ça, on peut en apprendre les principes relativement facilement. J'espère y contribuer dans cette conférence. Alors, on va commencer par s'intéresser à quelques images du monde hors de la sphère occidentale ou européenne. Voici le monde pour les Dogons du Mali. Le monde est contenu, disons, c'est un œuf qui contient 14 mondes. Il y a 7 mondes supérieurs, le nôtre, et 6 mondes inférieurs. Les mondes supérieurs, y compris le nôtre d'ailleurs, contiennent tous un soleil et une lune. Ils sont lumineux et calmes. Et les mondes inférieurs sont beaucoup plus turbulents. Voici l'image du monde au Tibet. Dans le Mahayana tibétain, le livre des morts, le Bardo Thodol, on parle d'un monde, c'est un de ces mondes-là, c'est le nôtre. On parle donc d'une infinité de mondes, c'est un multivers, un multi-univers chez les Tibétains. Chaque monde est axial, centré sur un mont mythologique qui s'appelle le mont Meru, qui est un convecteur d'âmes. Les âmes vivent sur la Terre, on a des ceintures en or de montagnes, il y a des enfers, et les âmes vivent, meurent et partent dans des milliards de paradis. Et pour finir, mais il y a de multiples exemples. Le monde pour les Indiens Navarro est constitué d'un certain nombre de sphères, de ciels supérieurs, la Terre, et des mondes inférieurs remplis d'animaux divers et variés. Donc nous sommes dans la cosmologie, ça ce sont des cosmologies, et nous sommes dans la cosmologie occidentale.
qui est le fruit d'un long cheminement intellectuel. Alors on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, l'ouvrage en fait nettement plus mention. Nous, on va se concentrer sur des faits marquants de l'histoire, de l'évolution de la cosmologie. Donc encore une fois, la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. C'est ce qui donne l'image du monde que nous possédons aujourd'hui, qu'on va essayer de décrire de plus en plus dans la conférence. Donc ce qui va nous intéresser, c'est 3 faits marquants. Le premier fait marquant apparaît au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les cosmologies mythiques, vous en avez eu 3 exemples auparavant, il y en a plein d'autres. Et apparaissent donc un certain nombre de cosmologies, babylonienne, hindoue et jaïne. Et donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la cosmologie d'Anaximandre. Alors pourquoi est-ce qu'elle est marquante ? Pour une raison simple. C'est la première cosmologie dans l'histoire humaine, en tout cas à notre connaissance, qui soit non mythique, c'est-à-dire qui ne soit pas basée sur des forces, des personnages, des puissances hors de l'univers. C'est-à-dire que l'univers se justifie de lui-même, de l'intérieur. C'est un concept qui va conduire à finalement toutes les cosmologies qui vont suivre. Donc, on parle donc ici d'un cosmos fini, géocentrique. Donc Anaximandre, inventeur de l'apeiron. Il y a plein de choses à dire sur lui, mais on va passer. Ensuite, au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est la cosmologie d'Aristote. Et c'est une cosmologie particulièrement importante parce qu'elle a littéralement eu empire pendant 2 millénaires. C'est la cosmologie des cercles, des sphères emboîtées. Donc la Terre est au centre de l'univers. Il y a le monde en dessous de la Lune, dit sublunaire, le monde de l'altération. Et puis au-dessus de la Lune, des sphères de cristal, dans ce qu'on a, définition aussi de l'éther, du vide, qui circulent, mues par un moteur supérieur. Donc des sphères, il y en a 8. Après le 8e sphère, qui est la sphère des étoiles, la sphère des fixes, il y a le moteur divin que Aristote associait à Dieu. Seule chose, c'est le moteur donc, qui donne la mobilité, qu'il est lui-même immobile. Alors, on va juste nommer aussi la cosmologie de Newton, donc la seconde un peu révolution en termes de conception du monde, c'est au XVIIe siècle. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est le schéma à garder en tête. Alors, pourquoi ce schéma ici vous montre en quoi est-ce que les images du monde sont essentielles, non seulement pour l'art, mais pour nos vies quotidiennes. Quand je vous ai dit que ce modèle ici, le modèle aristotélicien, des sphères concentriques avec la Terre au centre et des sphères supérieures, planétaires, les étoiles et puis le moteur. Donc, à l'époque, pendant 2000 ans, du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 1600, on va dire Galilée, qui, par ses observations, a vu que ce modèle n'était clairement erroné. Ce modèle emplit la littérature, les arts, la science. Et par exemple, un excellent exemple, c'est Dante. Dans la Divine Comédie de Dante, l'image du monde suit à la lettre le modèle d'Aristote. Dante, c'est 1300 et quelques. Donc à l'époque, il n'y a pas d'invention. Dante prend le modèle et l'adapte. Il n'y a même pas de doute pour lui que c'est la vérité. Simplement, la Terre est démultipliée, mais les 9 ciels, et Dante met dans le 9e ciel l'empyrée, c'est-à-dire le paradis, donc le royaume de Dieu. Donc à noter d'ailleurs pour la blague que nous emmener au 7e ciel est une expression fausse. C'est nous emmener au 8e ciel qui devrait être dite. Alors, je vous parlais de Newton au XVIIe siècle. Donc on est passé d'un monde centré sur la Terre, avec des cercles concentriques dans lesquels orbitent les planètes. Et au XVIIe siècle, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la théorie de la gravitation universelle, et qui nous donne une conception nouvelle du monde, dans laquelle il y a un espace absolu, il y a un temps absolu, et là-dedans, la matière évolue, par collision, par regroupement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le temps et l'espace sont vraiment totalement séparés l'un de l'autre. Il faut imaginer, pour faire simple, que le monde sous Newton, c'est une immense table de billard dans laquelle les boules se collisionnent, mais l'espace du billard est délimité, le temps évolue, voilà, tout est séparé. Quelque chose qui va rester 2 siècles. Jusqu'à ce qu'arrive la première révolution conceptuelle.
La première révolution conceptuelle, c'est la relativité restreinte. Donc ça, c'est 1905. Alors pourquoi on parle d'abord de relativité avant toute autre chose? C'est que la relativité, c'est elle qui nourrit la totalité de la cosmologie contemporaine. Vous avez tous entendu parler de Big Bang, de trou noir, ce genre de choses, même à l'envi, j'allais dire. Eh bien, c'est la fille de la relativité. Sans relativité, on serait resté à Newton. D'accord ? La relativité change considérablement l'image du monde. Alors d'où vient-elle cette relativité? Je vais essayer d'éviter les schémas assez compliqués, mais je vais juste parler de celui-là en espérant qu'il ne soit pas trop compliqué, et ensuite je vais essayer de les éviter, ceux-là. L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient. Quels sont les fondements de la relativité? La relativité, c'est d'abord un concept qui s'appelle la relativité de Galilée. Donc Galilée observe, fait une expérience de pensée. Il observe quelque chose de simple, quelque chose de très cognitif, et pourtant d'extrêmement profond. La chose est la suivante. Galilée s'imagine dans un bateau à quai. Dans le bateau à quai, il y a une cage dans laquelle un oiseau vole. L'eau bout à 100 degrés. Voilà, c'est la physique habituelle. Et il s'imagine que le bateau, la corde de l'angle se casse et le bateau dérive lentement, uniformément le long de la mer. Eh bien, dans le bateau, dans la cage, l'oiseau vole, l'eau bout à 100 degrés. D'accord ? Et donc, la chose est la suivante. Le mouvement est comme rien. Le mouvement, en réalité, n'est absolument pas détectable. Nous sommes en mouvement parce qu'on prend la voiture, qu'on va sur une route, mais une route, c'est contingent. On voit qu'on bouge parce qu'il y a une montagne, qu'il y a des points, mais ces points ne veulent rien dire. Cette montagne pourrait ne pas être là. Et donc, vous voyez qu'avec une chose très simple, on arrive à quelque chose de très profond. La physique est invariante par transport uniforme. Les lois ne bougent pas. D'accord ? Ça s'appelle la relativité de Galilée. Sauf que Galilée, à l'époque, et c'est un peu la révolution de 1887, je saute un peu vite. En 1865, il se fait qu'on découvre la théorie des champs électromagnétiques et que surtout, chose importante, Maxwell et Faraday à l'époque trouvent que les champs électromagnétiques, magnétiques et électriques, ne se déplacent pas à une vitesse quelconque. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière. D'accord ? C'est ça l'élément essentiel dans la relativité restreinte. Et donc, on sent déjà à l'époque que ça ne va pas tout à fait bien avec la relativité de Galilée, dans le sens où, dans la relativité de Galilée, les vitesses se somment les unes avec les autres. Alors qu'ici, on voit bien que quand on somme deux champs électromagnétiques, la somme ne va pas à 2 fois la vitesse de la lumière. Déjà, c'était perceptible. Mais l'expérience de Michelson et Morley enfonce définitivement le clou. C'est une expérience qui consiste à vérifier la vitesse, donc cette vitesse de la lumière dans des référentiels différents, c'est-à-dire devant la rotation de la Terre et puis dans le sens inverse. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la même. Exactement comme s'il n'y avait aucun mouvement du tout. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière plus quelque chose est égale à la vitesse de la lumière. Donc la relativité de Galilée, il faut l'adapter. Donc l'idée, c'est de ne pas s'intéresser aux équations, on va juste dire que c'était le Graal de 1900. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait toute une partie des physiciens qui cherchaient à adapter mathématiquement le fait que la somme de deux choses n'était pas égale et devait être calculée à l'aune de la vitesse de la lumière qui était indépassable, manifestement. Et donc, ça nous donne ce qu'on appelle les transformations de Poincaré, de Lorentz Poincaré. Alors, c'est Poincaré qui les a découvertes, mais il les a nommées en l'honneur de Lorentz. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on voit bien que là-dedans, il y a des mélanges d'espace et de temps, le petit t et du temps. Et donc, le x, y, z, c'est de l'espace. Donc, l'espace dépend du temps. Et réciproquement, le temps, tout à la fin, dépend de l'espace. Eh bien, c'est là qu'en fait, Einstein, ce n'est pas lui qui a trouvé ces relations. Mais pour vous dire que les mathématiques, ici, ont créé une nouvelle image du monde dans laquelle Einstein a dit simplement, très bien, on va poser un cadre physique là-dessus. On appelle ça la théorie de la relativité, c'est-à-dire qu'Einstein, en fait, son coup de génie, c'est de mettre un principe là-dessus. Son coup de génie, c'est de dire il y a
le principe de relativité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point d'observation privilégié dans l'univers. Mais ce n'est pas lui qui a fait les mathématiques, d'accord ? Et donc, ces mathématiques arrivent à cette chose-là, et cette chose-là, en fait, a immédiatement un grand impact sur notre conception du monde. La conception du monde, en 1905, elle varie énormément. Elle a subi une première évolution. Premièrement, la causalité. Pour Newton, ne s'était pas posé la question en ces termes-là, puisque la vitesse de la lumière pouvait être potentiellement infinie sous Newton. Ce n'était pas gênant. Là, ce n'est pas le cas. Elle est finie et indépassable. Et du coup, ça crée une situation un peu nouvelle, dans laquelle, premièrement, première évolution, il n'y a pas de temps universel. Il n'y a pas de présent universel. Mon présent, en fait, chacun de nous possède une sorte de petite horloge propre. Imaginez-vous collée sur notre cœur. Et vous avez la vôtre. Le fait que nos horloges, on appelle ça le temps propre, le fait que nos horloges soient à peu près synchronisées, c'est uniquement lié au mouvement ou l'absence de mouvement. Je vais dire les choses différemment. C'est le fameux paradoxe, pseudo-paradoxe de Langevin. Deux jumeaux, l'un part dans une fusée à la vitesse de la lumière au quasiment. Pour lui, 6 mois se passent dans l'espace, mais son jumeau sur Terre a 80 ans de plus. D'accord ? Le temps est totalement relatif, c'est-à-dire que mon présent n'est pas votre présent. J'ai mon présent. On peut arriver à peu près à parler du même, mais si vous étiez tous à des vitesses très importantes, on n'aurait pas du tout le même. C'est-à-dire que le présent n'existe pas. Première évolution de la relativité. Chose que Marcel Proust avait déjà signalée, par exemple, en écrivant des lettres, en disant qu'il avait eu le même genre d'intuition, notamment dans Le temps retrouvé, où chaque présent est en fait un fil, et tous les fils en fait ne se croisent pas. D'accord ? Autre chose, autre déduction autre changement de paradigme, ce cône de causalité. En réalité, nous sommes, nous, des observateurs, vous voyez l'œil qui est là, c'est chacun de nous. D'accord ? Ce qu'on peut voir, tous les événements que l'on peut voir, ne sont pas l'ensemble des choses. Pour la simple raison qu'il existe des choses hors de ce qu'on peut voir dans le futur ou même dans le présent, mais qu'en réalité, le signal de ces choses, électromagnétiques ou autres, ne nous parviendra jamais. Il est hors de ce qu'on appelle le cône de causalité. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses, mais ça n'est pas dans l'ensemble des choses causalement possibles, c'est-à-dire qui s'impliquent potentiellement même les unes avec les autres. D'accord ? Et donc cette chose-là, ce cône de causalité change énormément les choses. Et donc on pourrait dire, et c'est un petit côté Harry Potter, que effectivement, suite à Einstein, le futur n'est pas partout. Le futur est corrélé à l'espace dans une certaine possibilité d'existence, mais qui est contrainte géométriquement. J'espère ne pas être trop abstrait, mais en tout cas, vous comprenez bien que ceci est très différent d'un monde totalement ouvert à la Newton. C'était les conclusions de la relativité restreinte. Quels sont les enseignements philosophiques de la relativité restreinte ? La première révolution, donc, c'est la relativité restreinte. Pourquoi ? Parce qu'elle couple l'espace et le temps. Il est impossible de dissocier les deux. Rapidement, peu de temps après, 3 ans après, quelqu'un qui s'appelle Minkowski pose un cadre mathématique sur cette chose en disant en fait, le temps est une dimension géométrique, comme l'espace, d'un objet qui fait 4 dimensions totales, 3 d'espace, et une de temps qui se comporte comme de l'espace. D'accord ? On appelle ça l'espace-temps. Ça, c'est 1908, l'espace-temps. Vous voyez que c'est un concept qui est vieux d'un peu plus d'un siècle. D'accord ? L'autre révolution philosophique de la relativité restreinte, c'est cette fameuse équation que vous connaissez absolument tous, qui est l'équivalence masse-énergie, le fameux E égale mc2, qui est en fait 3 lignes de calcul à partir des formules. Il n'y a pas d'hypothèse supplémentaire. D'accord ? C'est donc le principe de relativité qui implique cette chose-là, qui fait fonctionner toutes nos centrales. D'accord ? Centrales nucléaires. Ça implique aussi le cône de causalité dont on a parlé, changement assez important de notre image du monde. Et puis ça implique que le temps est relatif. Il n'y a pas de temps absolu. Nous avons tous un temps à nous, et tous les autres temps, de n'importe quel point dans l'espace-temps, est décorrélé d'une autre. Et tout cela dépend uniquement de nos mouvements relatifs. Bien.
Sauf que la relativité restreinte, c'est donc le principe de relativité, c'est motivé par des expériences, on l'a vu, rien ne dépasse la vitesse de la lumière, 1887, mais elle est incomplète, parce qu'elle ne tient pas du tout compte de la gravité. Donc pour faire vraiment quelque chose qui parle du monde, il faut bien traiter de la gravité. Et c'est là qu'Einstein vraiment fait une découverte très importante, une découverte majeure, puisqu'on va dire que la relativité restreinte, on pourrait l'attribuer à Poincaré, mathématicien français. À la limite, il y a des débats actuellement. Mais la relativité générale, il ne fait aucun doute que non. Einstein, en fait, réfléchit sur ce problème en disant comment rajouter de la gravité dans mon modèle. Et il se dit, mais voilà, alors premièrement, donc on a Minkowski, c'est lui là-haut, en 1908, donc fait un cadre mathématique précis, qui s'appelle l'espace-temps, mais qui est plat, qui n'est pas dynamique, qui ne dépend pas des masses, etc. Il n'y a pas de gravité, d'accord, dans ce modèle. Là où Einstein rajoute de la gravité, c'est ça qui est véritablement le fondement de la relativité. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. C'est Einstein, encore une fois, les expériences de pensée sont très très puissantes en physique. Et l'expérience de pensée est la suivante. Quand je suis dans un ascenseur qui descend, voire même en chute libre, je ne sens plus mon poids. Exactement comme si la chute équivalait à la gravité. En chute libre, on ne sent même pas qu'on est attiré. Conclusion, un peu comme si les masses ne s'attiraient pas les unes les autres, mais que les masses suivaient des formes, suivaient des contours, des rigoles. Et c'est ce principe d'équivalence qui va lui faire retravailler entièrement. Alors ici, ce qu'on a à gauche, ça souligne simplement que les mathématiques sont une fois encore, et c'est important de le noter, encore une fois essentielles. Einstein se dit l'espace-temps doit pouvoir être déformé par des masses, donc il est courbe naturellement, et donc il me faut des outils mathématiques pour étudier des espaces naturellement courbes. Eh bien, par chance, tout au XIXe siècle, il y a plein d'outils qui ont été créés par des mathématiciens. C'est peut-être une coïncidence. En tout cas, voilà, c'est indépendant. Mais heureusement, ça existe. Et il me faut quelque chose qui soit invariant par transformation. C'est ce qu'on appelle c'est des objets mathématiques, encore une fois, qui s'appellent les tenseurs. Tout ça pour vous dire que sans mathématiques, on ne peut absolument pas du tout faire des débuts de relativité. D'accord ? On ne pourrait absolument rien faire. C'est quelque chose à garder en tête. On verra plus tard Et donc l'évolution du paradigme, l'image du monde en relativité, elle est la suivante. Au XVIIe siècle, on a cette image du monde. Et en 1915, la date de publication de la relativité générale, on a une toute nouvelle image du monde qui est plus difficile à s'imaginer. C'est une image du monde dans laquelle non seulement l'espace et le temps sont couplés, ils ne sont pas séparables, mais la matière elle-même est couplée à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas parler de matière évoluant dans un cadre donné. D'accord ? On parle d'une triade, un continuum espace-temps-matière. Ce que Einstein qualifiera avec son humour habituel de mollusque espace-temps. Donc une chose totalement déformable. C'est-à-dire que l'espace-temps a une forme. C'est un objet qui a une forme. Il a une forme qui dépend de son contenu. Le contenu modifie la forme de l'objet, un peu comme une sorte de matelas d'eau sur lequel on poserait des billes de plomb. La forme donc fait évoluer le contenu qui redéforme, etc. Donc on a l'image de quelque chose d'extrêmement dynamique. Le cadre lui-même, l'espace-temps, n'arrête pas de changer puisqu'il fait varier les masses qui elles-mêmes le font varier sans arrêt. D'accord ? On n'a rien de statique. On ne pourrait pas arrêter cette chose-là. Ça fluctue en permanence. Donc c'est encore le paradigme actuel, pour les gens d'obédience relativiste. D'accord ? Ça ne change pas. En 2019, c'est comme ça qu'on voit le monde. Mais cette image a des implications philosophiques très importantes. La relativité a des implications philosophiques très importantes parce que du moment qu'on parle d'espace-temps, et ça a été pointé immédiatement par Hermann Weyl et par tout un tas de physiciens et philosophes. Vous voyez, le temps, si c'est une dimension de type géométrique dans un objet à 4 dimensions, eh bien, il est déjà réalisé. Figurez-vous une table. D'accord ? C'est un objet, il existe. Très bien. Donc, la largeur table existe. Elle ne se déploie pas peu à peu.
C'est la même chose pour l'espace-temps. Le temps existe, c'est-à-dire que nous avons, étant à l'intérieur, l'impression d'un temps qui s'écoule comme un fleuve. Eh bien, en relativité, tel n'est pas le cas. Si on pouvait être au-dessus de l'espace-temps, si on regardait cet objet de l'extérieur, on verrait que le temps est entièrement réalisé. Autrement dit, la relativité interdit le concept de libre arbitre. Il n'y a aucun de mes choix, ils sont déjà faits. D'accord ? Ce n'est pas un fleuve qui s'écoule, le fleuve est en fait un objet géométrique. Donc il est déjà là. D'accord ? C'est ce que s'appelle le problème de l'univers bloc, qui a été souligné un grand nombre de fois. Et Einstein lui-même, à la vérité, était insatisfait. Dans ses conversations avec Carnap dans les années 50, il disait lui-même il jugeait sa propre théorie incomplète parce qu'elle était incapable de décrire le maintenant. Ce que nous percevons de manière intime comme le maintenant. Autrement dit, on peut encore dire ça d'une manière différente, il n'y a aucun cadre, aucune place pour la conscience en théorie de la relativité. D'accord ? Nous sommes purement spectateurs, nous sommes en chute libre dans un objet, du moins nous avons l'impression d'être en chute libre, mais ce n'est même pas le cas. Je vais dire ça autrement. La théorie de la relativité est très belle, c'est un très bel objet géométrique, et puis il y a beaucoup de très jolis films qui l'utilisent, de Interstellar à 2001, c'est de l'espace. Le problème, c'est que c'est une théorie totalement inhumaine. Si elle est vraie, c'est cauchemardesque. L'espace-temps n'est pas plat, ce n'est pas un cadre statique comme on l'imaginait en 1905. Il est courbe et il consiste donc voilà, il réagit à son contenu. Et surtout, la chose assez étonnante, alors c'est presque un koan zen, c'est que c'est notre habitat total. La théorie ne parle pas d'un espace-temps supérieur qu'il contiendrait. Mathématiquement, on écrit l'espace-temps comme quelque chose à 4 dimensions, contenu dans rien. Il s'auto-contient. C'est même, on va dire, le seul objet qui se contient lui-même et qui n'est contenu dans rien d'autre que lui-même. Donc c'est notre habitat. C'est la maison univers, c'est l'espace-temps, à 4 dimensions. D'accord ? La seconde implication philosophique, c'est que la force de gravité n'existe pas. Quand on écrit jusqu'en terminale les F égale ma de Newton, etc., c'est une approximation grossière. Il n'y a rien, attire rien. D'ailleurs, ça a été perçu très vite que la notion de force n'existe pas. Ça a été perçu même juste après Newton. Il y avait beaucoup de critiques à l'époque parce qu'on disait mais la force, il faut bien quelque chose pour la transporter. Il faut un vecteur, il faut un média. Et ce média, il est où ? C'est l'éther, ça ne marche pas. Enfin, il y avait énormément de questions. Donc, la notion de force ne va pas, il n'y a pas de gravité. Les objets suivent des formes de l'espace-temps. En réalité, la Terre tourne autour du Soleil, non pas parce que le Soleil attire la Terre, mais parce que le Soleil crée une petite bosse dans l'espace-temps et que la Terre, comme une bille de polystyrène, tombe en permanence dans cette rigole. Sauf qu'il n'y a pas de frottement, donc elle tourne quasiment ad vitam. D'accord ? La théorie de la relativité est entièrement déterministe. Certes, il y a un cône de causalité, ça ne change pas, mais dans ce cône de causalité, on est dans le démon de la place, tout est parfaitement déterministe. D'autre part, comme on l'a vu, impliquant le concept d'univers bloc, à cause de l'espace-temps qui est un objet dans lequel le temps est déjà figé, il n'y a pas de possibilité de libre arbitre, il n'y a pas de place pour la conscience. Il faut garder ça en tête quand vous regardez le film Interstellar. Très beau, mais inhumain. Maintenant, on va s'intéresser à la véritable révolution conceptuelle du XXe siècle. On va dire en un sens, si je voulais être provocateur, je dirais que la relativité n'est qu'une déformation de Newton. Le quantique, ça naît en fin 1900, Planck, ça provient d'expérience à la base. C'est-à-dire que jusqu'en 1900, on n'a pas du tout de besoin en fait, de faire ce genre de choses, bien qu'il y avait quelques problèmes à l'époque, notamment sur le fait qu'un simple feu de camp, à l'époque, avait une énergie infinie. C'est, en tout cas, tel le disaient les équations. C'est le problème du rayonnement du corps noir, comme on l'appelle, et donc les physiciens de l'époque y travaillaient. C'est comme ça d'ailleurs que Planck a dû introduire une petite constante qu'il appelait constante d'aide, Hilfe, H, qui est devenue depuis la constante de Planck, pour simplement dire qu'en fait, l'énergie n'était pas véhiculée continuellement, mais par petits paliers. Chose qu'il a longtemps lui-même refusé d'admettre, étant d'obédience très classique.
Mais donc 1900, c'est un peu le début. 1905, Einstein y travaille, décidément il est partout, pas seulement en relativité. Et voilà, c'est un peu le début, mais je vais rentrer un peu plus dans... Voilà, donc à partir de là, l'idée c'est de faire de vous des physiciens quantiques. Donc qu'est-ce que le quantique ? Ne lisez pas, hein, c'est compliqué et abstrait. J'ai imagé les postulats du quantique. Le quantique, c'est 6 règles qui définissent un cadre de pensée. À partir de ce cadre de pensée, les physiciens travaillent au CERN ou partout sur la planète. D'accord ? Ces 6 règles n'ont pas changé depuis un siècle. 1925, c'est la formulation de Heisenberg. 1926, celle de Schrödinger. Ça n'a pas bougé depuis quasiment un siècle. Et donc, on va les imager, parce que c'est plus simple de se les représenter. Première règle du quantique, c'est de dire qu'il n'y a pas d'espace tel qu'on le perçoit de manière cognitive autour de nous. Peut-être qu'il y en a un, mais peu importe, le quantique ne le gère pas du tout. Pour le quantique, il y a un espace abstrait de dimension infinie, donc pas du tout les 3 dimensions ou 4 dimensions spatio-temporelles, d'accord ? Et ce n'est pas l'espace de la matière, c'est un espace des états de la matière, c'est-à-dire des caractéristiques de la matière, d'accord ? On va y revenir un peu plus tard. Donc un espace mathématique, abstrait, qui a des propriétés, très bien. C'est juste un cadre de travail. Le second postulat, c'est le postulat dit des observables. Il commence déjà à être fortement non cognitif, parce qu'il dit la chose suivante. Vous êtes un physicien dans un laboratoire, et vous voulez mesurer la vitesse d'un corps ou la position d'un corps, par exemple sur une table de billard, au hasard, d'accord, des boules. Eh bien en fait, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle des observables, des sortes de canaux de communication. Il n'y a pas quelque chose comme la vitesse, il y a ce qu'on appelle l'observable vitesse. Et son équation n'est pas la même, ce n'est pas x. D'accord ? Pareil pour la vitesse. Et encore pareil pour l'énergie, etc. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de canaux de communication autour de nous. Et ces canaux de communication ont des propriétés absolument radicalement nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les permuter entre eux. Ceci fonctionne depuis un siècle, donc c'est le quantique. D'accord ? Typiquement, par exemple, vous mesurez la position et la vitesse, vous obtenez des résultats, mais si vous aviez fait la vitesse et la position, vous aurez obtenu d'autres résultats. C'est parfaitement non cognitif, d'accord ? Les canaux de communication. Le troisième, c'est la quantification. Donc c'est pour ça qu'historiquement on l'appelle la mécanique quantique. C'est le fait que les interactions, les changements d'énergie d'un système ne se font pas continuellement, mais par saut, par palier. Et ces sauts sont exécutés immédiatement. Il n'y a pas de variation de temps. Ça saute instantanément. D'accord ? Un peu comme si dans la nature, il n'y avait pas de sucre en poudre. Il n'y a que des morceaux de sucre. Ou autrement dit, peut-être pour vos petits-enfants, quand ils font du Minecraft, vous savez, les gros blocs, en fait, ils font de la physique quantique, sans le savoir. Tout est par gros blocs. Il n'y a absolument pas d'infinitésimaux. D'accord ? Le quatrième, c'est indirectement dû à Schrödinger, c'est le fait, c'est la probabilité, c'est l'interprétation depuis 1926, c'est de dire, voilà, les choses, les atomes, des électrons, sont gérés ont une certaine probabilité d'être là, d'avoir telle ou telle vitesse, c'est-à-dire que tous les états attachés à des particules élémentaires ne sont pas déterministes, ne sont pas entièrement déterminés. Ils sont déterminés en fait via une fonction de probabilité. C'est ce qu'on appelle la règle de Born. Le sixième, c'est de dire, voilà, un système quantique, par exemple un ensemble d'électrons, évolue, si on ne fait pas de mesure, si on ne le regarde pas, si on ne s'y intéresse pas, suivant quelque chose de très simple, une équation linéaire très simple, d'accord, qui s'appelle l'équation de Schrödinger. Mais, et c'est le 5, c'est le cinquième postulat, c'est dans l'ordre historique, mais en fait, on devrait mettre le 5 après le 6. Mais si on effectue une mesure, si on s'intéresse à un système, alors l'état qui nous intéresse de ce système change immédiatement et irréversiblement, de manière acausale. Et c'est de loin le postulat le plus mystérieux. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Et c'est ça qui a donné naissance à des centaines d'ouvrages depuis un siècle. Pourquoi ?
parce qu'on ne sait absolument pas ce qui fait ça. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la conscience qui fait bouger l'état ? Parce qu'il faut bien une conscience à un moment, même si on met un récepteur, même si on met un enregistreur. Quelqu'un a construit l'enregistreur. C'est une forme de conscience quelconque, même dérivée à long terme. D'accord ? Peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est autre chose. Mais personne ne comprend ce que ça veut dire véritablement. Par contre, on l'observe sans arrêt. Dans n'importe quel laboratoire, si on fait une mesure, alors l'état change et après, il ne revient pas en arrière. Uniquement du fait qu'on s'y intéressait. Il n'y a pas eu d'interaction directe. D'accord ? C'est extrêmement étonnant. Comme si, imaginez-vous, comme si vous vous intéressiez très lointainement à la couleur d'une rose, eh bien la rose devient immédiatement rouge et elle est rouge. Uniquement parce que vous y êtes intéressé. Elle aurait pu être jaune, bleue, etc. D'accord ? Très étonnant. Alors il y a des façons de répondre à ça, je vous ai présenté quelques-unes. Des implications immédiates et étonnantes philosophiquement. Dans ce cadre abstrait des états, eh bien, un état possible et un autre état possible, toutes les combinaisons entre ces états possibles est possible. Ça veut dire quoi ? Prenons l'état position de n'importe quelle particule. Photon, électron, peu importe. D'accord ? Sa position. Eh bien, sa position là est possible. Sa position là est possible, n'importe quelle combinaison est possible. Bref, oui, un électron potentiellement remplit la totalité de l'espace-temps. Potentiellement. Autrement dit, nous-mêmes, nous sommes localisés ici, majoritairement, nous sommes sur des chaises ou moins sur une estrade, mais il y a des bouts de nous un peu partout, en termes de probabilité, des bouts de nous jusqu'à Andromède et l'ensemble du cosmos. C'est ça que ça dit le quantique. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire que les états sont superposés, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement présents partout. Et donc c'est cette petite image-là. On est habitué macroscopiquement, de manière cognitive, dans le monde habituel, à avoir un ballon clairement défini à un endroit précis du terrain. Eh bien, quand on regarde au niveau des électrons, ce n'est pas le cas. L'électron couvre l'ensemble du terrain. Il est localisé probablement à certains endroits, mais on ne peut guère dire plus. C'est extrêmement puissant le principe de superposition parce que ça, Paul Dirac disait lui que c'était le principe le plus fondamental de la physique. Donc, ça va aller. Implication numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Comme quelque chose est un peu partout dans l'espace-temps, alors il peut être potentiellement, de temps en temps, statistiquement, derrière des barrières de potentiel, comme ici. Dit autrement, les fantômes existent, c'est-à-dire que derrière un mur, oui, les choses peuvent ne pas traverser, mais elles étaient déjà là derrière le mur. Donc de temps en temps, elles apparaissent. Donc lorsque vous jetez des particules sur un mur et qu'elles devraient rebondir, là en l'occurrence dans cet exemple, dans cette vidéo, c'était des balles, de temps en temps, les balles passent derrière le mur. C'est pas du tout surprenant, c'est pas du tout mystérieux en quantique. D'accord, c'est normal. Et au niveau technologique, c'est ce qui donne, là en bas par exemple au CEA, le microscope à effet tunnel. Ensuite, autre propriété importante dont on a déjà parlé, c'est le fait que ces canaux de communication avec le réel, ces observables, eh bien, ne pouvaient pas être intervertis. Il y a une question d'ordre et peut-être incidemment de temps en réalité. Peut-être que le temps n'est qu'une façon d'ordonner des mesures, mais que ces mesures, l'ordre est plus important que le temps. Il est premier. C'est exactement ce qui donne le principe d'incertitude d'Heisenberg en 1927, qu'on a déjà évoqué, et c'est ce qui donne aussi des chemins de recherche, par exemple à Lincoln, sur des géométries qui justement prennent en compte cette propriété fondamentale qu'on ne peut pas intervertir des mesures. Alors, vous allez peut-être avec raison me dire très bien, mais ça concerne des particules. Ça concerne des particules. Peut-être tout cela est intéressant, mais guère plus. Et je vous dirais, voici une liste absolument non exhaustive de toutes les applications technologiques du quantique. Vos lumières LED, les lasers, vos CD, les transistors, l'énergie nucléaire, etc., processeurs, bon, je ne vais pas toutes les dire. Tout ça, c'est quantique depuis un siècle. D'accord ? C'est-à-dire que le quantique, on a beau très mal comprendre ce que ça veut dire. Je vous ai dit que le problème de la mesure était non résolu philosophiquement actuellement. Il n'empêche que tout ceci est directement issu du quantique. Et puis de manière un peu plus poétique,
les braises d'un feu sont rouges uniquement à cause de la constante de Planck. Sans la constante de Planck, un feu aurait une énergie infinie. D'accord ? Donc on pourrait dire que le soleil est jaune à cause de la constante de Planck, etc. Le rayonnement n'est en fait fini, perceptible, que parce qu'il est étagé. D'accord ? Et pour finir, une anecdote, la couleur des pierres précieuses, par exemple un saphir, ne fait que traduire les paliers d'énergie autorisés dans les quelques atomes de vanadium que contient le minéral. Donc vos gemmes sont absolument décrits par le quantique. Alors les propriétés donc je vais juste dire rapidement que historiquement il y a eu 2 formulations qui ont abouti aux 6 règles dont je vous ai parlé. La première formulation mathématique, c'est Heisenberg en 1925, et c'est une formulation très puissante parce que abstraite, elle n'est pas liée au cognitif, d'où sa puissance, et qui a abouti à des concepts totalement novateurs. Des concepts comme le principe d'incertitude, des concepts comme le vide quantique, dont je vais parler un peu après, et puis des concepts de non-localité, dont je vais aussi parler un peu après. Et côté ondulatoire, c'est Schrödinger, c'est plutôt... Alors, c'est absolument équivalent mathématiquement, ça a même été démontré par Schrödinger très vite en 1930. D'accord ? Donc mathématiquement, c'est la même chose, mais c'est 2 façons d'observer les choses. D'accord ? Je suis désolé de passer un peu vite, pourtant c'est très intéressant, hein, mais tout ça est assez bien décrit dans le livre. Première interrogation philosophique sur le quantique à se faire. Voilà, nous sommes observateurs. C'est l'œil. On cherche à mesurer, et on mesure simplement en regardant quelque chose, c'est une mesure. D'accord ? Quand on écoute, c'est une mesure. Donc c'est simplement notre interaction avec le monde. D'accord ? Cette interaction avec le monde, elle passe forcément, dit le quantique, par des canaux de communication. On n'accède pas à l'ensemble des choses. Ces canaux, on l'a vu, ont certaines propriétés, c'est-à-dire que, par exemple, si on voulait mesurer véritablement, si on voulait regarder la position d'un objet, d'un oiseau en vol ou peu importe, alors on ne pourrait pas véritablement savoir sa vitesse. Le fait que ça marche dans notre monde cognitif n'est pas la vérité. C'est le message que j'essaie de vous faire passer. Le cognitif n'est que l'écume des choses. C'est ça qui se passe un peu plus profondément dans les choses. D'accord ? Nous nous sommes habitués à pouvoir voir la position d'un oiseau en même temps qu'essayer de deviner sa vitesse. Ça n'est pas gênant pour nous, mais ce n'est que l'écume des choses. Et donc, au fond des choses, c'est ça. On mesure la position, on ne peut pas connaître le mouvement. On voudrait calculer le mouvement cinétique, on ne connaîtrait pas l'orientation, etc., etc. Alors, ces canaux de communication, ces observables, est-ce qu'on les a tous ? La réponse est non. On ne connaît pas la liste exhaustive de tout ce qu'on peut voir. D'accord ? Ça, c'est les petites formes grises sur le schéma. Donc, le monde, s'il existe, le réel, s'il existe et qu'il a des propriétés, nous sommes à l'intérieur du réel. Nous n'avons accès qu'à une certaine catégorie, un certain catalogue d'informations via les canaux d'observation du réel, qui n'est pas une liste exhaustive. Tout ça pour vous dire que la célèbre phrase du Petit Prince « L'essentiel est invisible pour les yeux » est totalement quantique. D'accord ? On ne peut pas, par la façon même dont le réel est quantiquement structuré, accéder à toutes ses propriétés de l'intérieur. C'est un peu le message de ce slide. La deuxième chose d'un très grand intérêt, c'est 1930. Donc Einstein suit les développements, il y participe, c'est le congrès Solvay 1927, c'est plein de choses. Il est perpétuellement insatisfait, c'est le célèbre « Dieu ne joue pas au dé » qu'il a échangé avec Bohr durant le congrès Solvay. Bohr lui répond son célèbre « Mais qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Donc il est perpétuellement... Einstein est quelqu'un qui fait partie de cercles philosophiques. En 1905, il connaissait très très bien Aristote, Platon, etc. C'est un philosophe, comme la plupart des grands physiciens. Les disciplines ne sont pas séparées. Et donc, voilà, il ne jette pas l'éponge. En 1935, il sort un article en disant « Voyez à quel point la mécanique quantique, ça ne va pas du tout. Elle parle de probabilité sans arrêt, c'est indéterministe, lui pense au fond que c'est n'importe quoi. Il dit « La mécanique quantique est incomplète, c'est un modèle, mais il faut l'enrichir, il va devenir quelque chose de beau, de stable, comme la relativité. » Très bien.
En 1935, il écrit donc un article où il essaie de démontrer que ça ne va pas. Cet article a un intérêt, c'est que les gens réfléchissent sur cet article, et en particulier un physicien du CERN qui s'appelle John Bell, qui dit voilà, moi je fais des équations très simples, qui s'appellent les inégalités de Bell, en 1966, et elles sont testables en laboratoire. Vous les testez, si jamais elles sont vraies, ça veut dire que la mécanique quantique est incomplète, ça veut dire que la formulation ne va pas, ça veut dire que voilà, on ne peut pas se fier à elle. Si par contre mes inégalités elles sont pas respectées, ça veut dire que la mécanique quantique est vraie. 1982, Alain Aspect à l'Institut d'Orsay à Paris fait l'expérience. Qu'est-ce qu'il trouve? Les inégalités sont nettement fausses. La mécanique quantique, dans sa formulation actuelle, marche tout à fait bien. Il est parfaitement incroyable que l'équipe d'Aspect n'ait pas encore eu le prix Nobel, tellement cette expérience est fondamentale. De cette expérience, il ressort deux choses cruciales. La première, c'est le fait que, oui, a priori, ça ne nous a pas donné d'indice pour essayer de reformuler la mécanique quantique qui fonctionne parfaitement bien. Premier point. Deuxième point, elle met en évidence quelque chose qui s'appelle la non-localité ou encore l'intrication, qui veut dire la chose suivante. Vous prenez un système, donc une particule, un électron. L'électron, vous le faites interagir avec un autre électron. Donc leurs états sont liés. Vous les séparez. Et quand vous mesurez l'état d'un électron, l'état de l'autre électron change instantanément, de manière corrélée. Exactement comme si l'espace n'existait pas. Le concept de distance semble ne pas exister. Cette interaction, elle est immédiate, elle est non énergétique, elle ne nécessite pas de transfert d'énergie, elle est on ne peut plus mystérieuse. On ne connaît aucune interaction qui ne nécessite pas une forme quelconque d'énergie. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps, à supposer qu'il existe, mais en tout cas de l'univers autour de nous, qui a l'air de se comporter comme si la notion de distance n'existait pas. Il faut bien comprendre, ça change absolument toute notre image du monde. Notre image du monde, elle est intimement liée à la notion de distance. Vous êtes à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et je peux construire des images de l'architecture autour de moi, parce que j'ai un concept de distance. Mais ce que ça veut dire, c'est que ce concept de distance, il est valable dans l'écume des choses, pas au fond des choses. C'est ce que dans le livre j'appelle l'île du milieu. Nous habitons tous sur une île du milieu, parce que de manière cognitive, nous nous repérons, nous avons un temps synchronisé, nous avons ce genre de choses. Mais sous l'île du milieu, il y a un océan qui fait 10 km de profondeur et qu'on ne connaît pas du tout. Donc la non-localité, concept parfaitement essentiel. Essentiel au point que l'intrication est testée absolument tous les jours. Ça fait la cryptographie quantique, ça fait des choses. Il y a un satellite envoyé il y a 2 ans par les Chinois qui s'appelle Satellite Quest, où on teste l'intrication à 500 km. Ça fonctionne parfaitement bien. Preuve supplémentaire que notre cognition n'est pas du tout correcte. D'accord ? Il faut se méfier de ce qu'on pense être juste. Ça ne l'est pas. La contextualité, autre chose très beau, très poétique, je trouve d'ailleurs, issue du quantique. Nous faisons des expériences classiquement dans un laboratoire, il est fermé électromagnétiquement comme des cages de Faraday, etc. Le quantique, ça dit qu'en fait, c'est faux. C'est-à-dire que ce qui se passe en parallèle du contexte de la mesure joue inévitablement sur la mesure. En un sens, quand vous regardez la couleur d'un coquillage sur une plage, ça dépend de la musique que vous avez écoutée 2 jours avant. Vous voyez à quel point c'est non cognitif. C'est ça que ça dit le quantique. D'accord ? On ne peut pas isoler un système d'un autre système. Donc ça donne une image qu'on appelle holistique du monde. Très nettement. Donc le monde est un et surtout indivisible. On ne peut pas diviser le monde en sous-systèmes. On n'a pas le droit de le faire. Et si on le fait, c'est faux, c'est erroné. Peut-être vrai dans l'écume, dans l'île du milieu, mais faux ailleurs. Autre constat, le temps lui-même n'est pas épargné. J'ai parlé de ce concept de distance évanescente par l'intrication, par des expériences qu'on appelle des gommes quantiques à effet retardé. C'est un mot très compliqué pour simplement des expériences assez simples de double fente de Young. On s'aperçoit qu'en fait, on n'arrive pas à interpréter les choses autrement que l'intervention d'un observateur peut modifier le passé de la particule. Je vous laisse... D'accord ? Et donc, ça donne une chose qui a un principe qui a toute ma sympathie, qui s'appelle le principe de participation anthropique.
et qui dit la chose suivante: si le Big Bang a eu lieu, c'est peut-être parce que des observateurs l'ont détecté 13,7 milliards d'années après lui. Il peut y avoir de la rétroaction. Et ce n'est pas quelque chose qui est si surprenant peut-être pour un certain nombre d'entre vous. On peut avoir des intuitions, on peut avoir de la préscience. À la fin du compte, c'est peut-être de ça dont on parle. D'accord ? Et puis pour finir sur le quantique et notre vision du monde, le vide quantique. Donc, le vide quantique, c'est l'idée, largement mise en valeur par une évolution récente, enfin, du moins plus récente de la mécanique quantique, qui s'appelle la théorie quantique des champs, qui date des années 1950, c'est que ce qu'on a l'impression d'être du vide ne l'est pas, fondamentalement. C'est-à-dire que le vide a l'air d'être empli, mais totalement, de particules ou de choses qu'on appelle virtuelles. C'est-à-dire que ça redéfinit notre perception de la matière elle-même. La matière, à la fin du compte, pourrait être du virtuel qui sort, qui émerge dans le temps et qui se met, parce qu'elle est dans le temps, à exister. Un peu comme des poissons qui sortiraient hors de l'eau, au-dessus donc des vagues, et qui commencent à exister. Sous l'eau, ils n'existent pas, et au-dessus de l'eau, ils commencent à exister. Eh bien, le vide quantique se comporte exactement comme ça. Et est-ce que c'est une pure figuration intellectuelle ? Est-ce que c'est une élucubration ? La réponse est non, puisque on perçoit le vide quantique de nombreuses manières à l'heure actuelle, notamment à travers la physique des particules, et puis l'effet Casimir, dans lequel des plaques s'attirent alors qu'il n'y a absolument rien, que la force de gravité ne joue pas. Alors, quelques citations. Donc Niels Bohr qui disait « Ceux qui ne sont pas choqués quand ils rencontrent la mécanique quantique ne l'ont pas comprise ». Heisenberg qui dit « Les atomes, particules élémentaires, ne sont pas réels, elles forment un monde de potentialité ». Un concept très important, très intéressant au niveau philosophique. Heisenberg, en fait, est l'inventeur de la métaphysique de la potentialité. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est que c'est l'idée que les choses n'existent pas. Les choses sont dans un réservoir de possibilités et qu'elles ne se mettent à exister que par un tiers effet, peut-être la conscience, peut-être autre chose, mais qu'en fait, j'ai dit ça autrement, le monde, ça a interrogé énormément Einstein, qui par exemple, dans ses balades avec Alexander Pais, regardait la Lune et lui disait « Crois-tu, Alexander, que la Lune n'existe que parce que je la regarde ?» Lui pensait que non. Mais dans un certain nombre d'interprétations de mécanique quantique, la réponse est oui. Pas fondamentalement, mais en un sens. C'est-à-dire que peut-être qu'il existe quelque chose comme la Lune, mais que cette chose n'est véritablement cristallisée que du moment qu'on interagit avec elle, de quelconque manière, soit en la regardant, soit en l'écoutant, peu importe. D'accord ? Et ça redéfinit, ça donne une grande beauté au monde. Et notamment, ça nous donne une place un peu nouvelle, dans le sens où il n'est pas du tout exclu à l'heure actuelle que c'est par notre présence, par la présence centrale de la conscience, que le monde est tel qu'il est. Alors, c'est ce qui fait dire... Alors, Krinberger est un physicien quantique, la mécanique quantique est magique, etc. Et puis Einstein, peut-être de dépit, disait « Si la théorie quantique est correcte, cela signifie la fin de la physique en tant que science. » Alors, pourquoi c'est intéressant cette citation ? Parce qu'en fait, elle est en un sens un peu... alors, elle est juste. C'est-à-dire que oui, la théorie quantique est ce qu'il y a de plus moderne en termes de physique, et elle pose... C'est comme si la physique avait créé une de ses branches qui dénotait les limitations de la physique elle-même. En gros, c'est un domaine de la connaissance, c'est une évolution du domaine de la connaissance qui commence à pointer les limites de la connaissance. D'accord ? Donc, ici, c'est le nombre, c'est toutes les écoles d'interprétation de la mécanique quantique. Pourquoi elle a autant d'interprétations ? C'est parce que les objets qu'elle manipule sont abstraits. Ils ne correspondent pas à des choses de la vie quotidienne. La fonction d'onde ne correspond à rien qu'on pourrait décrire là. L'espace abstrait qu'on appelle l'espace de Hilbert est difficilement figurable. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de concept d'espace, ou en tout cas, s'il y en a un, les propriétés sont complètement incroyables. Il n'y a pas de localité, il n'y a pas ni localité temporelle. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'est le monde en mécanique quantique. Et donc, si on voulait le représenter, donc rappelez-vous le monde de Newton, rappelez-vous le monde d'Einstein, rappelez-vous ce genre de choses, ou le monde d'Aristote. Comment faire pour représenter le monde avec le quantique ? Eh bien, on ne peut pas parler d'espace, on ne peut pas parler de temps,
Donc on est obligé de faire quelque chose de différent. On est obligé d'utiliser ce qu'on appelle le relationnel, qui est en fait aussi une posture philosophique très importante en physique. Le fait qu'il n'y ait pas d'absolu, mais que les choses ne sont définies que par rapport aux autres choses, pas en elles-mêmes. Le rouge n'existe pas. Il n'est qu'au rouge par rapport au bleu ou au vert. Eh bien donc, nous sommes dans quelque chose, on va supposer que le monde existe, que nous ne le créons pas à tout instant par nos pensées, ce qu'on appellerait le solipsisme ou le multisolipsisme. Donc on va supposer qu'il existe. C'est une forme donc de réalisme. S'il existe, en tout cas, la mécanique quantique ne nous interdit pas de qualifier ce monde. On ne peut pas le représenter avec des images, mais on peut lui donner des qualificatifs. Ce monde, s'il existe, il est discret, c'est-à-dire qu'il y a des paliers, les quantiques, donc paliers d'énergie. Il est superposé, c'est-à-dire que l'ensemble des choses existent en permanence, partout. Il est indéterminé, les canaux de communication ne peuvent pas être intervertis. Il est contextuel, on ne peut pas le diviser en sous-systèmes. Il est non local, il ne connaît pas la notion de distance. Et il y a un concept de potentialité. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le réel quantique. Ce réel quantique, il est contenu dans quelque chose que Bernard d'Espagnas, c'est l'image en bas, philosophe et physicien français décédé en 2015. Alors c'est une jolie nouveauté philosophique. Il parlait de réel voilé. Le réel voilé, pour Bernard d'Espagnas, c'est un réalisme non physique. Il parle d'une réalité non physique. C'est-à-dire qui pourrait être peut-être conceptualisé, mais en tout cas qui procède ni de l'espace ni du temps. Donc ce réel voilé, peut-être est-il contenu dans un réel encore plus grand, mais là qu'on ne connaît pas du tout et qui est non conceptualisable. C'est-à-dire que la pensée ne peut pas catégoriser. Et ensuite, après, c'est hors du domaine de la pensée, là, ce qu'on appelle la terra incognita. C'est comme ça c'est tout ce qu'on peut faire sur le quantique. C'est pas si mal, c'est un petit peu. Il n'y a pas du tout le concept en quantique, vous pouvez absolument rien dire sur la matière, sur la particule. En quantique, il n'y a pas de sens tellement à parler d'étoiles et de galaxies. Vous voyez à quel point c'est différent. Donc, voilà, il faut que malheureusement que je conclue. On va récapituler un petit peu les images dont on a parlé. Résumons le quantique. Donc le quantique, ça parle non pas d'un espace quotidien, même un peu déformé à la façon de la relativité. Ça parle d'un espace abstrait, mathématique, de dimension arbitraire, portant non pas sur la matière, mais sur les états, c'est-à-dire les aspects de la matière, les propriétés de la matière. Deuxième point, la nature se cale sur les entiers naturels. On ne les réfléchit pas assez, mais c'est extrêmement surprenant. D'accord ? À la fin du compte, c'est absolument fou. Hein ? Émergence de concepts révolutionnaires, la superposition, la non-localité spatiale, l'absence du concept de distance, en tout cas en termes de particules et d'interaction, temporelle aussi, et puis la contextualité. Donc, il faut comprendre ce que ça implique aussi. Hein, c'est que quand on parle par exemple de multi-univers, ce genre de choses, c'est le fait, à la fin du compte, de diviser ou de surmultiplier quelque chose qui n'est absolument pas divisible. Le quantique, en fait, en un sens, empêche de parler clairement de ce genre de concept. La théorie quantique impose des limites à la physique dans son ensemble. Du fait, par exemple, comme je vous l'ai montré, que les canaux de communication ne sont pas complets. On ne pourra jamais tout mesurer dans le réel. Et c'est la physique elle-même qui nous le dit. C'est très beau quand on y réfléchit. Une discipline qui, d'elle-même, offre ses propres limites. Et au contraire d'une théorie de la relativité déterministe, la théorie quantique laisse ouverte la perspective du libre arbitre et de la conscience. Alors qu'est-ce que je veux dire par cette phrase ? Ce n'est pas une voie royale. La mécanique quantique, en l'occurrence dans les équations, il n'y a pas conscience qui apparaît dans les termes de l'équation. Il faut bien être clair là-dessus. Par contre, je vais dire ça différemment, la porte n'est pas fermée. Et les physiciens, dans 2 siècles, nos enfants, petits-enfants, c'est ce qu'ils devraient faire. Essayer de trouver un moyen, et ne me demandez pas, je ne sais pas comment. D'accord ? Et je pense que les physiciens ne le savent pas non plus. Il faudrait pouvoir mettre le point de vue, c'est-à-dire la conscience, un peu plus au cœur des modèles. Même si c'est extrêmement difficile de définir ce qu'est le concept de conscience par ailleurs. Peut-être ça d'ailleurs le problème. Alors,
en conclusion générale, on passe plein de choses. Donc, vous étiez là pour que on vous parle de l'état du monde en 2019, vu par la science. Le temps, eh bien, son débat reste ouvert. C'est-à-dire que, même s'il a des propriétés, par exemple, comme non-localité, etc., peu importe, le fait de savoir s'il existe ou il n'existe pas est un débat ouvert dans le sens où, d'une part, dans les théories très modernes, par exemple portées par Carlo Rovelli, qui essaye de marier le cadre quantique avec le cadre relativiste, dans lequel l'espace-temps est constitué de blocs, de petits blocs, eh bien, Rovelli considère que le temps n'existe absolument pas. Et effectivement, dans la plupart des équations, il n'y a même pas de t dans les équations. D'accord ? Ça n'apparaît pas. Par contre, pour son collègue Lee Smolin, le temps est en essence existant. Et c'est amusant, ils ont collaboré sur la même théorie. Mais leur interprétation est à 180 degrés l'une de l'autre. Donc le débat reste ouvert. On ne sait pas si le temps existe ou non. Je sais que c'est étrange comme question. Pour nous, c'est une évidence, mais ça ne l'est pas du tout en physique. D'accord ? La nature de l'espace, par contre, elle, c'est un peu différent. Dans pratiquement tous les modèles, à l'heure actuelle, l'espace n'est absolument pas fondamental. Il émerge de quelque chose. Par exemple, d'une structure un peu plus mathématique, une structure à texture mathématique, des graphes, des choses comme ça. D'accord ? Mais l'espace qu'on perçoit autour de nous a l'air d'émerger de quelque chose de plus profond que lui-même. Il n'est pas fondamental, ça n'est pas le cadre d'évolution des choses. Et puis, on l'a déjà dit, la conscience ne joue aucun rôle pour l'instant en physique, ce qui est complètement étonnant et humainement insatisfaisant, puisque, a priori, nous avons tous une conscience que la physique ne traite absolument pas. Et par contre, cette relation entre la conscience et le monde est au centre de la problématique en mécanique quantique, et donc la porte reste ouverte en mécanique quantique au moins. Mécanique quantique autorise le libre arbitre, ce que ne fait pas la relativité. Et je vais devoir m'arrêter là, je vous parlerai d'un million d'autres choses. Je vous remercie. C'était Jean-François Beckert, auteur du livre Nostalgie de la lumière, paradigmes et fondements de la science contemporaine, à la librairie Ombre Blanche, le 25 novembre 2019.